En novembre 1834, dans les caves humides d'une propriété bourgeoise de Seine-et-Marne, les gendarmes découvrirent 47 enfants enchaînés au mur de pierre. Certains étaient morts depuis des semaines, leurs petits corps recroquevillés dans des positions grotesques. D'autres, squelettiques et couverts de plaies purulentes, suppliaient qu'on les laisse tranquilles, réclamant leur bienfaiteur. Mais le plus troublant, ce qui glaça le sang des enquêteurs les plus endurcis, c'est que tous ces enfants martyrisés semblaient considérer leur geôlier comme leur sauveur, leur protecteur, leurs parents aimants. Cette découverte allait révéler l'une des expérimentations humaines les plus monstrueuses jamais documentées sur le sol français. Une entreprise méthodique de destruction de l'âme humaine menée pendant plus de 10 ans par une famille en apparence respectable. Si cette histoire vous glace déjà le sang, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et dites-nous en commentaire de quelle ville vous nous écoutez. Car ce que vous allez entendre va remettre en question tout ce que vous pensez savoir sur les limites de la cruauté humaine et sur notre capacité à reconnaître le mal lorsqu'il se dissimule derrière un masque de respectabilité. L'année 1834 marque une période de profonds bouleversements sociaux en France. Louis-Philippe règne depuis 4 ans seulement, tentant de stabiliser un pays encore meurtri par les convulsions révolutionnaires et les guerres napoléoniennes. La monarchie de Juillet s'efforce de réconcilier les aspirations bourgeoises avec les traditions monarchistes, créant une société en mutation où les anciennes certitudes s'effritent tandis que de nouvelles élites émergent. Dans les campagnes qui entourent Paris, cette transformation sociale est particulièrement visible. De nombreuses familles nobles ont vu leur fortune s'effondrer, leurs châteaux vendus aux enchères, leurs terres redistribuées. Mais d'autres, plus habiles ou plus chanceuses, ont su s'adapter aux nouveaux temps, transformant leurs privilèges d'ancien régime en richesses bourgeoises. C'est dans ce contexte trouble qu'évoluait la famille Deschamps, installée depuis 3 générations dans un vaste domaine situé entre Meaux et Château-Thierry, dans l'actuelle Seine-et-Marne. Cette région, fertile et bien reliée à Paris par la Marne, avait toujours été prospère. Ces terres argileuses produisaient des céréales de qualité, et ces carrières de gypse alimentaient les constructions de la capitale en expansion. Édouard Deschamps, le patriarche, avait hérité de son père une fortune considérable bâtie sur le commerce des grains et la spéculation foncière. Contrairement à beaucoup d'aristocrates ruinés par les événements révolutionnaires, les Deschamps avaient non seulement survécu, mais prospéré en s'enrichissant sur les dépouilles de leurs anciens pères. Édouard, homme pragmatique et sans scrupules, avait racheté à vil prix les domaines de familles émigrées, les avait modernisés et les avait revendus avec d'énormes profits. Mais cette réussite matérielle dissimulait une personnalité profondément perturbée. Édouard Deschamps était obsédé par les théories scientifiques émergentes sur la nature humaine. Influencé par les travaux de Gall sur la phrénologie et par les premières réflexions sur l'hérédité, il avait développé une vision mécaniste de l'homme qui le conduisait à considérer ses semblables comme de simples objets d'étude. Cette déformation intellectuelle s'était aggravée au contact de certains cercles parisiens où se mélangeaient sciences naissantes et philosophie matérialiste. Édouard fréquentait régulièrement les salons où l'on débattait des théories de Lamarck sur la transformation des espèces, des expériences de Mesmer sur le magnétisme animal et des spéculations de Cabanis sur les rapports du physique et du moral. Ces discussions enflammaient son imagination et nourrissaient ses fantasmes de toute puissance intellectuelle. La propriété familiale s'étendait sur près de 200 hectares de terres fertiles, coupées par plusieurs cours d'eau et parsemées de bosquets. Au cœur du domaine se dressait un château de style classique, construit au début du XVIIIe siècle par un financier enrichi sous Louis XIV. L'architecture en était sobre mais élégante. 3 corps de bâtiments organisés autour d'une cour d'honneur, avec une façade principale ornée d'un fronton triangulaire et de pilastres corinthiens. Les jardins, dessinés dans le goût français, s'étendaient sur plusieurs hectares devant la façade sud. Parterres géométriques, bosquets taillés, bassins ornementaux, tout y respirait l'ordre et la mesure.
Mais cette harmonie apparente dissimulait un secret terrible, car c'était dans les vastes caves voûtées qui couraient sous l'ensemble du bâtiment principal que se cachait le véritable laboratoire des Deschamps. Ces caves, construites au XVIe siècle par les premiers propriétaires du domaine, présentaient des caractéristiques architecturales particulièrement adaptées au projet sinistre d'Édouard. Creusées dans le calcaire local, elles formaient un véritable dédale de galeries et de salles voûtées, certaines communiquant entre elles, d'autres parfaitement isolées. L'épaisseur des murs en pierre de taille, l'absence de fenêtres dans la plupart des salles, l'humidité constante qui régnait dans ces espaces souterrains, tout concourait à faire de ces lieux un cachot idéal. Pendant la Révolution, ces caves avaient déjà servi de lieu de détention. Les autorités républicaines y avaient emprisonné plusieurs dizaines de suspects, en attente de leur jugement ou de leur transfert vers Paris. Cette utilisation carcérale avait laissé des traces, des anneaux de fer scellés dans les murs, des barreaux aux quelques ouvertures qui donnaient sur l'extérieur, des inscriptions gravées par les prisonniers dans la pierre tendre. Édouard avait conservé et même renforcé ces aménagements, y ajoutant des dispositifs de son invention. Édouard avait épousé en secondes noces une femme plus jeune que lui, Marguerite Beaumont, issue d'une famille de petite noblesse provinciale ruinée par la Révolution. Ce mariage, célébré en 1815, avait été pour lui autant une affaire qu'une union sentimentale. Marguerite apportait en dot les restes d'un patrimoine foncier et surtout des relations dans l'aristocratie légitimiste qui pouvaient s'avérer utiles en cas de restauration monarchique. Mais au-delà de ces considérations pratiques, Édouard avait été séduit par la personnalité particulière de sa future épouse. Marguerite, élevée dans la terreur de déchoir socialement, avait développé une soumission absolue à l'autorité masculine et une fascination morbide pour tout ce qui touchait au pouvoir et à la domination. Elle partageait avec son mari une vision hiérarchique et inégalitaire de la société, considérant que certains êtres humains étaient naturellement destinés à commander, tandis que d'autres ne méritaient que l'obéissance. Cette complicité intellectuelle et morale entre les époux allait se révéler cruciale dans l'élaboration et la mise en œuvre de leur entreprise criminelle. Marguerite n'était pas une simple complice passive. Elle participait activement à la conception des expériences, apportant une dimension psychologique que les approches purement physiques d'Édouard n'auraient pas permis d'atteindre. De ce mariage étaient nés 3 enfants. Henri, l'héritier, âgé de 22 ans en 1834, Célestine, 19 ans, et le Benjamin Paul, 16 ans. Tous 3 avaient grandi dans l'aisance et le confort, recevant une éducation soignée prodiguée par des précepteurs privés. Mais cette éducation conventionnelle dissimulait un endoctrinement plus subtil et plus pervers. Dès leur plus jeune âge, les enfants Deschamps avaient été habitués à considérer certains êtres humains comme intrinsèquement inférieurs. Leurs parents leur enseignaient que l'humanité était divisée en races et en classes naturellement inégales, que les faibles existaient pour servir les forts, que la science donnait aux esprits supérieurs le droit et le devoir d'expérimenter sur les organismes inférieurs. Cette éducation perverse avait porté ses fruits. Henri, l'aîné, avait développé une froideur et une cruauté précoce qui inquiétaient même les domestiques. Célestine manifestait une curiosité malsaine pour la souffrance d'autrui, multipliant les expériences cruelles sur les animaux du domaine. Quant au Benjamin Paul, il semblait avoir hérité de la duplicité paternelle, capable de charme et d'empathie apparente, mais dénuée de tout sentiment authentique. Ainsi, au fil des années, s'était constituée une véritable dynastie de prédateurs, unis par des liens familiaux, mais aussi par une complicité criminelle. Chaque membre de la famille apportait ses compétences particulières à l'entreprise commune. Édouard la conception théorique et l'organisation matérielle, Marguerite la manipulation psychologique, Henri la force physique et l'intimidation. Célestine, l'observation clinique, Paul, la séduction et le recrutement.
Cette répartition des rôles permettait aux Deschamps d'opérer avec une efficacité redoutable, chacun maîtrisant parfaitement sa partie dans ce qui était devenu, au fil du temps, une véritable industrie de la déshumanisation. Car c'est bien de cela qu'il s'agissait, non pas de crimes passionnels ou d'actes de folie, mais d'une entreprise méthodique et planifiée visant à détruire systématiquement la personnalité de leurs victimes. Rien dans l'apparence extérieure de la famille ne laissait présager de telles horreurs. Les Deschamps menaient grand train, recevaient régulièrement la bonne société locale, contribuaient généreusement aux œuvres de charité. Édouard siégeait au conseil municipal de la commune voisine. Marguerite présidait l'association des dames patronesses. Leurs enfants fréquentaient les salons de la petite noblesse provinciale. Cette façade de respectabilité était soigneusement entretenue et constituait l'une des clés du succès de leur entreprise criminelle. Car qui aurait pu soupçonner des bienfaiteurs si généreux, des notables si respectés, des parents si dévoués, de se livrer en secret aux pires atrocités? Cette duplicité était d'autant plus efficace qu'elle n'était pas entièrement feinte. Les Deschamps étaient réellement convaincus d'œuvrer pour le bien de l'humanité en menant leurs expériences. L'engrenage qui allait conduire à la découverte de novembre 1834 se mit en mouvement 3 mois plus tôt, par une chaude journée d'août. Ce jour-là disparut Jean-Baptiste Moreau, un colporteur d'une quarantaine d'années qui parcourait la région depuis plus de 15 ans, vendant des articles de mercerie, des remèdes populaires et des livres de piété. Moreau était un homme méticuleux et ponctuel, connu pour la régularité de ses tournées. Chaque premier mercredi du mois, il se rendait au domaine des Deschamps, où il était toujours bien accueilli. Marguerite appréciait ses visites car il lui apportait des nouvelles du monde extérieur, des ragots sur les familles de la région, et parfois des étoffes rares ou des bijoux de fantaisie qu'elle ne trouvait pas ailleurs. Cette relation commerciale régulière avait créé une certaine familiarité entre le colporteur et la famille. Moreau était l'une des rares personnes extérieures à pénétrer régulièrement dans l'intimité du château, à partager les repas familiaux, à séjourner parfois une nuit dans les communs quand ses affaires l'y obligeaient. Cette proximité, qui avait d'abord paru anodine, allait se révéler fatale. Car Moreau était un homme observateur et intelligent. Au fil de ses visites, il avait remarqué certains détails troublants qui avaient éveillé sa curiosité. Il avait noté que les Deschamps employaient un nombre inhabituellement élevé de domestiques pour des séjours très courts, que ces domestiques semblaient souvent effrayés et refusaient de parler de leurs employeurs, que certaines parties du château paraissaient interdites d'accès même aux familiers de la maison. Plus intriguant encore, Moreau avait plusieurs fois entendu des bruits étranges provenant des sous-sols, des gémissements étouffés, des chaînes qui s'entrechoquaient, des pleurs d'enfants qui résonnaient dans les murs. Quand il en avait fait la remarque, on lui avait expliqué que le château était construit sur d'anciennes carrières, que les courants d'air y créaient des sons bizarres, que les rats nombreux dans les caves produisaient des bruits inquiétants. Ces explications ne l'avaient pas convaincu, d'autant qu'elles s'accompagnaient toujours d'un changement d'attitude chez ses interlocuteurs. Les Deschamps devenaient soudain tendus, pressés de changer de sujet, manifestement soucieux de détourner son attention. Cette nervosité même renforçait les soupçons du colporteur. Le 15 août 1834, Moreau se présenta comme à l'accoutumée au château. Il avait avec lui une cargaison particulièrement riche, des soies de Lyon, des dentelles de Chantilly, des bijoux parisiens qu'il comptait proposer à Marguerite Deschamps. Plusieurs témoins l'avaient vu emprunter le chemin qui menait à la propriété, sa carriole chargée de malles et de paquets soigneusement ficelés. Le portier du château, un homme âgé du nom de Leblanc, confirma plus tard l'avoir vu franchir le portail vers 11 heures du matin. Moreau semblait de bonne humeur, sifflotant un air populaire en dirigeant son cheval vers la cour d'honneur. Ce fut la dernière fois qu'on le vit vivant. Selon la version que donneraient plus tard les Deschamps, Moreau avait déballé ses marchandises dans le grand salon, avait pris le déjeuner avec la famille, puis était reparti vers 3 heures de l'après-midi après avoir vendu quelques articles.
Marguerite prétendrait avoir acheté un châle de soie et des gants brodés, payés comptant comme toujours. Mais cette version des faits présenterait rapidement des incohérences troublantes. D'abord, personne d'autre que les membres de la famille Deschamps n'avait vu repartir le colporteur. Ensuite, sa carriole fut retrouvée 3 jours plus tard, abandonnée dans un bois à plusieurs kilomètres du château, dépouillée de toute marchandise. Enfin, les chevaux qui tiraient la carriole erraient dans la campagne, encore harnachés mais manifestement affamés et assoiffés. Ces découvertes alarmèrent l'épouse de Moreau, Marie, une femme énergique qui connaissait parfaitement les habitudes de son mari. Elle savait qu'il n'aurait jamais abandonné sa carriole et ses chevaux, qu'il préférait dormir à la belle étoile plutôt que de laisser ses bêtes sans soin. De plus, il lui avait confié avant son départ qu'il comptait proposer aux Deschamps une pièce de brocart exceptionnelle réservée à sa meilleure clientèle et qu'il espérait en tirer un prix substantiel. Marie Moreau se rendit donc au château le 18 août pour prendre des nouvelles de son époux. Marguerite la reçut avec sa courtoisie habituelle, mais son attitude trahissait une nervosité inhabituelle. Ses mains tremblaient légèrement en servant le thé, elle évitait le regard de son interlocutrice, et elle semblait pressée de voir partir sa visiteuse. Quand Marie demanda si son mari avait effectivement vendu le fameux brocart, Marguerite eut un moment d'hésitation avant de répondre négativement. Elle prétendit que Moreau ne lui avait montré que des articles ordinaires, qu'elle n'avait rien acheté de particulier, qu'elle ne se souvenait pas d'avoir vu de brocart parmi ses marchandises. Cette réponse surprit Marie, car elle savait que son mari avait spécialement acheté cette pièce en pensant au goût de Madame Deschamps. Il s'agissait d'un tissu rare et coûteux, d'un style qui correspondait exactement aux préférences de la châtelaine. Il était donc peu vraisemblable qu'il ne le lui ait pas proposé. Mais ce qui troubla le plus Marie, ce fut un incident qui se produisit pendant leur conversation. Alors qu'elle prenait le thé dans le petit salon, un bruit sourd retentit sous leurs pieds, comme si quelqu'un frappait le plafond de la cave avec un objet lourd. Ce bruit se répéta plusieurs fois, rythmé et insistant, évoquant irrésistiblement un appel au secours. Quand Marie fit remarquer ces bruits, Marguerite prétendit qu'il s'agissait de domestiques qui déplaçaient des tonneaux dans la cave à vin. Mais cette explication ne tenait pas. D'abord, les coups étaient trop réguliers et trop intentionnels pour résulter d'un simple déménagement. Ensuite, ils provenaient manifestement d'une zone différente de celle où se trouvait la cave à vin. Enfin, ils s'arrêtèrent brusquement après que Marguerite eut discrètement frappé le sol de son talon, comme si elle donnait un signal. Marie repartit avec un sentiment d'inquiétude croissante. Elle était maintenant convaincue qu'il était arrivé quelque chose à son mari au château des Deschamps et que la famille dissimulait la vérité. Mais elle se trouvait dans une position difficile. Comment accuser des notables aussi respectés sur la base de simples présomptions? Comment faire entendre sa voix face à l'influence et à la richesse des Deschamps? Elle commença par interroger discrètement les habitants des villages environnants, espérant trouver quelqu'un qui aurait vu son mari après sa visite au château. Ses recherches ne donnèrent aucun résultat. Personne n'avait aperçu Moreau sur les routes de la région dans l'après-midi du 15 août. En revanche, plusieurs personnes confirmèrent l'avoir vu se diriger vers le domaine des Deschamps dans la matinée. Ces témoignages renforçaient la conviction de Marie que son époux n'avait jamais quitté la propriété. Mais ils ne constituaient pas une preuve suffisante pour convaincre les autorités d'ouvrir une enquête. Le maire de la commune, homme prudent et soucieux de ne pas froisser les notables locaux, se contenta de noter la déclaration de disparition sans prendre de mesures particulières. Cette passivité administrative n'était pas exceptionnelle à l'époque. Dans la France de Louis-Philippe, les autorités locales étaient souvent réticentes à s'attaquer aux familles influentes, surtout sur la base de dénonciations émanant de milieux modestes. La parole d'une épouse de colporteur ne pesait pas lourd face à celle de propriétaires terriens respectés. Mais Marie Moreau était une femme tenace et courageuse. Elle décida de mener sa propre enquête, interrogeant systématiquement tous ceux qui avaient eu des contacts avec les Deschamps. Ces investigations lui révélèrent progressivement l'existence d'un réseau de disparitions et de témoignages troublants qui dépassaient largement le cas de son mari.
Les recherches menées par Marie Moreau dans les semaines qui suivirent la disparition de son époux allaient révéler l'existence d'un schéma troublant qui s'étendait sur plusieurs années. Elle découvrit que Jean-Baptiste n'était pas la première personne à avoir mystérieusement disparu après s'être rendu au château des Deschamps. En interrogeant les habitants des villages environnants, Marie recueillit le témoignage de plusieurs familles qui avaient perdu des proches dans des circonstances similaires. Il s'agissait généralement de personnes vulnérables, domestiques temporaires, ouvriers agricoles saisonniers, petits commerçants itinérants comme son mari. Tous avaient pour point commun d'avoir travaillé ou commercé avec la famille Deschamps peu avant leur disparition. Le premier cas qu'elle découvrit remontait à 1829. Il s'agissait de Claude Rémy, un jeune homme de 18 ans qui avait été embauché comme palefrenier au château. Originaire d'un village distant d'une vingtaine de kilomètres, orphelin et sans famille proche, Claude présentait le profil idéal de la victime parfaite. Sa disparition ne risquait pas de susciter beaucoup d'émoi. Claude avait travaillé aux écuries des Deschamps pendant 3 semaines avant de disparaître. Ses employeurs avaient expliqué qu'il était parti sans prévenir, emportant quelques effets personnels et une partie de ses gages. Cette version avait été acceptée sans difficulté. Les jeunes gens de cette condition changeaient souvent d'emploi sans préavis, attirés par de meilleures opportunités ou simplement par l'envie de voir du pays. Mais Marie découvrit que Claude avait confié à la fille d'auberge du village voisin qu'il se plaisait dans son travail et comptait rester longtemps au service des Deschamps. Il lui avait même promis de l'épouser quand il aurait économisé suffisamment d'argent. Cette promesse était-elle sincère ou s'agissait-il d'une simple galanterie? Impossible à dire, mais elle cadrait mal avec un départ précipité et volontaire. D'autres disparitions s'étaient succédées au fil des années, toujours selon le même schéma. En 1830, ce fut le tour de Suzanne Delorme, une jeune lingère embauchée temporairement pour repriser le linge de la famille. En 1831, Antoine Mercier, un maçon venu réparer les cheminées du château. En 1832, Marie-Claire Bouffet, une cuisinière supplémentaire, engagée pour préparer une réception. Tous ces gens avaient officiellement quitté leur emploi de leur propre chef, généralement au bout de quelques semaines. Tous étaient des personnes isolées, sans attache familiale forte, dont l'absence ne suscitait pas d'inquiétude immédiate. Tous étaient jeunes, en bonne santé, et auraient normalement eu devant eux de longues années de vie productive. Mais les recherches de Marie révélèrent un autre schéma, plus troublant encore. La disparition d'enfants dans les communes environnant le domaine des Deschamps. Ces disparitions, étalées sur plusieurs années, étaient passées largement inaperçues, car elles concernaient des enfants issus de milieux très défavorisés, orphelins, enfants abandonnés, fils et filles de familles nombreuses et misérables. La première disparition d'enfants documentée remontait à 1826. Il s'agissait de Pierre Duchesne, un garçon de 8 ans qui vivait chez sa tante à Meaux depuis la mort de ses parents dans une épidémie de choléra. L'enfant avait pour habitude de se rendre au marché chaque matin pour vendre les œufs de leurs quelques poules. Un jour d'octobre, il ne rentra pas. Sa tante, Marie Duchesne, femme simple et craintive, n'osa pas immédiatement alerter les autorités. Elle pensait que l'enfant s'était peut-être enfui pour tenter sa chance à Paris, comme beaucoup de jeunes de son âge. Ce n'est qu'au bout d'une semaine qu'elle se décida à prévenir le maire du village, lequel se contenta de noter la déclaration sans prendre de mesures particulières. L'année suivante, ce fut au tour de la petite Agnès Bertrand, 6 ans, fille d'un journalier agricole. Elle avait disparu alors qu'elle gardait les oies près de l'étang communal de Château-Thierry. Ses parents la cherchèrent pendant des jours avant de se résoudre à prévenir les autorités. L'enquête sommaire qui s'ensuivit conclut à une noyade accidentelle, bien qu'aucun corps n'ait jamais été retrouvé. D'autres disparitions suivirent, Thomas Lebrun, 10 ans, fils d'un sabotier. Élise Gauthier, 7 ans, dont le père était mort à Waterloo. Les jumeaux Martin, 5 ans tous les deux, enfants trouvés élevés par la charité publique. Tous venaient de milieux modestes. Tous étaient des proies faciles dans une société où la vie des plus démunis comptait peu.
Ce qui rendait ces disparitions particulièrement insidieuses, c'est qu'elles étaient soigneusement espacées dans le temps et réparties géographiquement. Jamais plus d'un ou deux enfants ne disparaissaient la même année, jamais dans le même village. Cette dispersion empêchait toute prise de conscience collective du phénomène et permettait de traiter chaque cas comme un événement isolé. De plus, les circonstances de ces disparitions étaient toujours légèrement différentes, ce qui empêchait d'établir des liens entre elles. Certains enfants disparaissaient de chez eux, d'autres en gardant les troupeaux, d'autres encore en se rendant au marché ou à l'école. Cette diversité des scénarios était manifestement calculée pour brouiller les pistes. Mais Marie Moreau, forte de son expérience personnelle et de sa connaissance intime de la région, commençait à percevoir la logique sous-jacente de ces événements. Elle remarqua que toutes ces disparitions avaient un point commun géographique. Elles survenaient dans un rayon d'une quinzaine de kilomètres autour du domaine des Deschamps. Cette coïncidence ne pouvait pas être fortuite. Plus troublant encore, plusieurs témoins rapportaient avoir vu les victimes en compagnie de personnes élégamment vêtues peu avant leur disparition. Pierre Duchesne avait été aperçu sur la route qui menait au château en compagnie d'un homme en redingote noire. La petite Agnès Bertrand avait été vue parlant avec une dame en robe de soie qui lui distribuait des sucreries. Les jumeaux Martin avaient été vus montant dans une belle voiture près du portail du domaine. Ces témoignages, pris individuellement, pouvaient sembler anodins, mais leur accumulation commençait à dessiner un schéma inquiétant. Marie comprit qu'elle tenait peut-être là le fil conducteur qui lui permettrait d'élucider non seulement la disparition de son mari, mais celle de toutes ses victimes innocentes. Elle décida alors de s'intéresser de plus près à la famille Deschamps elle-même, cherchant dans leur passé des indices qui pourraient expliquer leur comportement présent. Cette enquête la conduisit à découvrir des éléments troublants dans l'histoire familiale. D'abord, elle apprit qu'Édouard Deschamps avait déjà été soupçonné, une vingtaine d'années auparavant, d'avoir maltraité des domestiques. Plusieurs plaintes avaient été déposées contre lui pour coups et blessures, mais elles avaient toutes été classées sans suite, probablement grâce à l'influence et à l'argent de la famille. Ces affaires anciennes révélaient une propension à la violence qui cadrait mal avec l'image de notable respectable que cultivait Édouard. Ensuite, Marie découvrit que la propriété des Deschamps avait servi, pendant la Révolution, de lieu de détention pour des prisonniers politiques. Les caves du château avaient été aménagées en cellules et plusieurs dizaines de personnes y avaient été emprisonnées en attente de leur procès ou de leur exécution. Bien que ces événements remontent à plus de 40 ans, ils avaient laissé des traces. Les barreaux étaient toujours en place dans certaines caves, et les murs portaient encore les inscriptions gravées par les prisonniers. Cette découverte bouleversa Marie. Elle commençait à soupçonner que la famille Deschamps utilisait peut-être encore ces anciennes geôles à des fins inavouables. Mais elle se trouvait face à un dilemme. Comment faire partager ses soupçons aux autorités sans paraître délirante? Comment convaincre des magistrats circonspects de l'existence d'un complot aussi invraisemblable? C'est alors qu'elle eut l'idée de chercher des alliés parmi les familles des autres victimes. Si elle parvenait à regrouper tous les témoignages, à démontrer l'existence d'un schéma récurrent, peut-être réussirait-elle à convaincre quelqu'un de l'écouter. Cette démarche s'avéra plus difficile qu'elle ne l'avait espéré. Beaucoup de familles refusaient de remuer le passé, de raviver des douleurs anciennes, ou craignaient les représailles des Deschamps s'ils venaient à apprendre leur démarche. D'autres, résignés depuis longtemps à leur perte, ne croyaient plus possible de découvrir la vérité. Mais Marie persévéra, et peu à peu, elle réussit à constituer un petit groupe de familles endeuillées, prêtes à témoigner. Parmi elles se trouvait Catherine Lebrun, la mère de Thomas, qui n'avait jamais accepté la version officielle de la disparition de son fils. Il y avait aussi Jean Gauthier, le grand-père d'Élise, ancien soldat de l'Empire qui conservait intact son sens de la justice. Ce petit groupe commença à se réunir discrètement, comparant leurs témoignages, recoupant les dates, établissant une chronologie précise des événements. Ils découvrirent ainsi que les disparitions suivaient un rythme presque régulier,
avec des pics d'activité certaines années et des périodes de relative accalmie. Plus troublant encore, ils remarquèrent que ces variations correspondaient au séjour des enfants Deschamps au château. Les disparitions étaient plus nombreuses quand Henri, Célestine et Paul étaient présents, plus rares quand ils étudiaient à Paris ou voyageaient. Cette corrélation suggérait que la jeune génération était non seulement au courant des agissements familiaux, mais y participait activement. C'est vers cette époque qu'apparurent les premiers témoignages directs concernant des activités suspectes au château. Plusieurs habitants des villages environnants rapportèrent avoir entendu des cris d'enfants provenant de la propriété, surtout la nuit. D'autres prétendaient avoir vu des lumières suspectes dans les caves, visibles depuis les fenêtres du sous-sol qui donnaient sur les jardins. Un témoignage particulièrement troublant fut celui de François Dubois, un braconnier qui chassait illégalement dans les bois entourant la propriété. Une nuit d'automne 1833, alors qu'il pistait un chevreuil, il s'était approché du château plus près qu'à l'ordinaire. Il avait alors distinctement entendu des pleurs d'enfants et des supplications étouffées qui semblaient provenir des profondeurs du bâtiment. Intrigué et inquiet, Dubois avait tenté de s'approcher davantage, mais il avait été repéré par les gardiens du domaine. Il avait dû fuir précipitamment, poursuivi par des hommes armés qui l'avaient menacé de mort s'il révélait quoi que ce soit de ce qu'il avait vu ou entendu. Cette menace l'avait longtemps découragé de parler, mais le travail de persuasion de Marie l'avait finalement convaincu de témoigner. D'autres témoignages similaires émergèrent progressivement. Un colporteur avait vu des enfants en haillons aux fenêtres grillagées du sous-sol. Une lavandière avait trouvé dans la rivière en aval du château des vêtements d'enfants tachés de sang. Un postillon avait assisté au déchargement nocturne de formes humaines immobiles transportées dans des sacs. Tous ces témoins avaient été intimidés ou menacés pour les dissuader de parler. Tous avaient préféré se taire plutôt que d'affronter la puissance des Deschamps. Mais l'accumulation de ces témoignages concordants commençait à former un faisceau de présomptions troublants. Marie Moreau comprit qu'elle ne pourrait pas aller plus loin sans l'aide des autorités officielles. Elle décida donc de porter son dossier devant la justice en espérant trouver un magistrat assez courageux pour oser défier l'influence des Deschamps. L'affaire prit une tournure nouvelle avec l'arrivée dans la région d'Auguste Carnot, un jeune substitut du procureur fraîchement nommé au tribunal de Meaux. Carnot, homme de 32 ans, était issu d'une famille de magistrats parisiens et avait reçu une formation juridique moderne. Contrairement à ses prédécesseurs, souvent choisis pour leur docilité envers les notables locaux, il était animé d'un véritable idéal de justice et ne craignait pas de s'attaquer aux puissants. Carnot avait été nommé à Meaux en septembre 1834, quelques semaines après la disparition de Jean-Baptiste Moreau. Dès son arrivée, il s'était étonné du nombre inhabituellement élevé de disparitions non élucidées dans les communes de son ressort. Son prédécesseur lui avait légué plusieurs dizaines de dossiers classés sans suite, correspondant à autant d'affaires abandonnées, faute de preuves ou d'intérêt. Cette situation choquait profondément Carnot, qui considérait que chaque vie humaine méritait qu'on s'intéresse à son sort. Il était de plus influencé par les idées nouvelles sur la police scientifique et l'enquête criminelle, qui commençait à se répandre en Europe. Il avait lu les mémoires de Vidocq et s'intéressait aux méthodes d'investigation développées par la préfecture de police parisienne. Cette approche moderne lui permit de déceler des indices que ses prédécesseurs avaient négligés. En reprenant systématiquement tous les dossiers de disparition, il découvrit rapidement la concentration géographique anormale de ces affaires autour du domaine des Deschamps. Cette coïncidence l'intrigua suffisamment pour qu'il décide de rouvrir plusieurs enquêtes. C'est dans ce contexte que Marie Moreau se présenta à son bureau en octobre 1834. Elle apportait avec elle le dossier qu'elle avait constitué, tous les témoignages qu'elle avait recueillis, toutes les preuves qu'elle avait rassemblées. Carnot l'écouta avec attention, prenant des notes détaillées, posant des questions précises. Cette démarche méthodique impressionna Marie, habituée à l'indifférence ou au scepticisme des autorités. Pour la première fois depuis le début de ses recherches, elle avait l'impression d'être prise au sérieux, d'avoir affaire à quelqu'un qui partageait sa soif de vérité. Carnot fut effectivement troublé par ce qu'il entendit.
L'accumulation des témoignages, leur cohérence géographique et temporelle, la convergence des indices vers une même famille. Tout cela constituait un faisceau de présomptions qui méritait investigation. Mais il était aussi conscient des difficultés qu'il allait rencontrer en s'attaquant aux Deschamps. Cette famille jouissait en effet d'une influence considérable dans la région. Édouard siégeait au conseil général du département, ses fils fréquentaient l'élite parisienne. Ses relations s'étendaient jusqu'au ministère. Accuser de telles personnes sans preuves irréfutables revenait à compromettre sa propre carrière. Mais Carnot était un homme d'honneur qui plaçait la justice au-dessus de ses intérêts personnels. Il décida donc de mener une enquête discrète mais approfondie, en commençant par vérifier tous les éléments du dossier constitué par Marie Moreau. Cette vérification confirma la plupart des faits avancés. Les disparitions s'étaient bien produites aux dates indiquées, dans les circonstances décrites. Les témoignages recueillis étaient cohérents et crédibles. La concentration géographique autour du domaine des Deschamps était statistiquement significative. Carnot découvrit également d'autres éléments troublants en consultant les archives locales. Il apprit ainsi que les Deschamps avaient été mêlés, quelques années auparavant, à plusieurs affaires de mœurs étouffées. Édouard avait été accusé d'attentat à la pudeur sur des domestiques mineurs, mais les plaintes avaient été retirées après versement de dommages-intérêts substantiels. Plus inquiétant encore, Carnot découvrit que la famille possédait des connexions avec certains milieux intellectuels parisiens où se développaient des théories pseudo-scientifiques sur l'amélioration de l'espèce humaine. Édouard correspondait régulièrement avec des médecins et des philosophes qui prônaient l'expérimentation sur les classes inférieures au nom du progrès de la science. Ces découvertes éclairaient d'un jour nouveau les agissements supposés des Deschamps. Il ne s'agissait peut-être pas de simples crimes crapuleux ou passionnels, mais d'une entreprise méthodique, justifiée par une idéologie pseudo-scientifique. Cette dimension idéologique rendait les crimes potentiels encore plus inquiétants, car elle suggérait une planification de long terme et une absence totale de scrupules moraux. Carnot décida alors de placer la propriété des Deschamps sous surveillance discrète. Il recruta pour cela 2 gendarmes de confiance, les brigadiers Rousseau et Delacroix, tous deux connus pour leur discrétion et leur efficacité. Ils furent chargés d'observer les allées et venues au château, de noter tout comportement suspect et surtout de repérer d'éventuelles nouvelles victimes. Cette surveillance porta rapidement ses fruits. Dès la première semaine, les gendarmes observèrent un balai incessant de carrioles qui se rendaient au château à des heures inhabituelles, souvent en pleine nuit. Ces véhicules arrivaient généralement chargés et repartaient vides, ou parfois l'inverse. Plus troublant encore, ils remarquèrent que plusieurs de ces carrioles transportaient ce qui ressemblait à des formes humaines dissimulées sous des bâches. Les observations se poursuivirent pendant plusieurs semaines, révélant l'existence d'un réseau logistique complexe centré sur le château des Deschamps. Des complices extérieurs participaient manifestement à l'entreprise familiale, apportant régulièrement de nouvelles victimes et emportant on ne sait quoi en échange. Un soir de novembre, Delacroix faillit être découvert alors qu'il observait l'une de ces mystérieuses livraisons nocturnes. Il vit distinctement Henri Deschamps, le fils aîné, aider à décharger ce qui semblait être le corps inerte d'un enfant. Le garçon fut transporté non vers l'entrée principale du château, mais vers une petite porte située au niveau du sous-sol. Cette porte, remarqua Delacroix, était munie de lourdes serrures et semblait avoir été récemment renforcée. Elle donnait directement accès aux caves, sans passer par les parties habitées du château, permettant ainsi d'introduire discrètement des personnes sans alerter les domestiques légitimes. Le gendarme tenta de s'approcher davantage pour mieux voir, mais il fut repéré par l'un des complices des Deschamps. Il dut fuir précipitamment, poursuivi par plusieurs hommes armés qui semblaient bien connaître la configuration des lieux. Fort heureusement, Delacroix connaissait lui aussi la région et parvint à semer ses poursuivants en se cachant dans un bosquet. Cet incident confirma les soupçons de Carnot, mais il le plaça également dans une position délicate.
Il savait désormais que les Deschamps étaient conscients d'être surveillés, ce qui risquait de compliquer considérablement son enquête. Pire encore, il craignait que cette surveillance découverte n'incite la famille à faire disparaître les preuves de leurs méfaits, si méfaits il y avait. Il décida donc d'accélérer le processus et de chercher un moyen d'entrer légalement dans la propriété. Pour cela, il lui fallait un prétexte officiel, un mandat en bonne et due forme qui lui permette de fouiller le château. Mais obtenir un tel mandat contre une famille aussi influente que les Deschamps n'était pas chose aisée. Carnot savait qu'il lui fallait des preuves plus solides que de simples présomptions pour convaincre ses supérieurs. Il entreprit donc de constituer un dossier irréfutable, rassemblant tous les témoignages disponibles, tous les indices recueillis, toutes les coïncidences troublantes qu'il avait découvertes. C'est alors qu'intervint un événement imprévu qui allait précipiter le dénouement de l'affaire. Marie Leblanc, l'épouse du vieux portier des Deschamps, se présenta un matin au bureau de Carnot. La femme, âgée d'une 60aine d'années, semblait terrorisée. Elle expliqua au substitut que son mari avait découvert quelque chose de terrible dans les caves du château et qu'il voulait en parler aux autorités. Mais avant qu'elle n'ait pu en dire davantage, elle éclata en sanglots, expliquant que son mari avait disparu dans la nuit. Elle l'avait vu pour la dernière fois la veille au soir, alors qu'il rentrait de son travail au château. Il lui avait confié qu'il ne pouvait plus garder pour lui ce qu'il avait vu et qu'il comptait tout révéler le lendemain. Depuis, plus aucune nouvelle. Cette disparition était d'autant plus suspecte que Leblanc travaillait pour les Deschamps depuis plus de 20 ans et jouissait normalement de leur confiance. S'il l'avait fait disparaître, c'est qu'il représentait un danger réel pour eux, qu'il avait découvert quelque chose de compromettant. Marie Leblanc remit alors à Carnot un objet qui allait se révéler crucial, une clé que son mari avait soustraite aux Deschamps. Selon elle, cette clé ouvrait l'une des portes du sous-sol du château, celle-là même par laquelle elle avait vu passer des enfants qui ne ressortaient jamais. Cette révélation bouleversa Carnot. Pour la première fois, il tenait une preuve tangible, un moyen d'accéder au secret des Deschamps. Mais il savait aussi que le temps pressait. Maintenant que Leblanc avait disparu, la famille allait probablement prendre des mesures pour effacer toute trace de ses crimes. Il se rendit immédiatement chez le procureur du roi pour exposer la situation et demander l'autorisation de perquisitionner au château. Cette démarche ne fut pas aisée. Le procureur, homme prudent et conservateur, était réticent à autoriser une action aussi spectaculaire contre une famille aussi respectable. Mais l'accumulation des preuves et l'éloquence de Carnot finirent par le convaincre. Le magistrat autorisa la perquisition, tout en prévenant son substitut qu'il engageait sa responsabilité personnelle dans cette affaire. Si l'enquête ne donnait rien, Carnot pouvait s'attendre à être muté dans une juridiction moins prestigieuse. Cette mise en garde ne découragea pas le jeune magistrat. Il était convaincu de la culpabilité des Deschamps et résolu à la démontrer, quelles qu'en soient les conséquences pour sa carrière. Il organisa donc la perquisition pour le surlendemain, espérant surprendre la famille avant qu'elle n'ait eu le temps de faire disparaître toutes les preuves. Ce que vous venez d'entendre n'est que le début de cette histoire terrifiante. Si vous ressentez déjà des frissons d'angoisse, n'hésitez pas à liker cette vidéo et dites-nous en commentaire ce que vous pensez qu'il va se passer dans ces caves maudites. Car ce qui suit va dépasser en horreur tout ce que vous pouviez imaginer, révélant des pratiques si monstrueuses qu'elles défient l'entendement humain. La perquisition fut organisée pour le 23 novembre 1834, un matin brumeux où la campagne environnante baignait dans une atmosphère d'automne finissant particulièrement oppressante. Carnot avait soigneusement préparé cette opération, conscient qu'il n'aurait qu'une seule chance de confondre les Deschamps. Il avait constitué une équipe de 8 hommes. Lui-même, les brigadiers Rousseau et Delacroix, 4 gendarmes supplémentaires, et le docteur Fontaine, médecin légiste réputé pour sa rigueur scientifique. Tous ces hommes étaient conscients de la gravité de la situation et de l'influence de la famille qu'ils s'apprêtaient à défier. Carnot leur avait exposé clairement les enjeux.
Ils allaient peut-être découvrir l'un des crimes les plus atroces jamais commis en France, mais ils risquaient aussi de compromettre leur carrière s'ils ne trouvaient rien de probant. Le cortège officiel arriva au château vers 8 heures du matin, au moment où la brume matinale commençait à se dissiper. L'imposante façade classique du château se dressait devant eux, majestueuse et tranquille, ne laissant rien paraître des horreurs qu'elle dissimulait peut-être. Les jardins à la française, parfaitement entretenus, offraient un spectacle de sérénité et d'harmonie qui contrastait cruellement avec les soupçons qui pesaient sur leurs propriétaires. Les Deschamps les accueillirent avec une politesse glacée qui trahissait leur mécontentement et leur inquiétude. Édouard le patriarche se présenta en robe de chambre de soie, affectant la surprise et l'indignation d'un honnête homme tiré du lit par une procédure abusive. Il exigea de voir le mandat de perquisition et l'examina longuement avec des lunettes d'or, comme s'il cherchait un vice de procédure qui lui permettrait de s'opposer à la fouille. Marguerite apparut quelques minutes plus tard, élégamment vêtue malgré l'heure matinale, le visage composé dans une expression de dignité outragée. Ses fils Henri et Paul l'accompagnaient, tandis que Célestine resta invisible, prétendument souffrante et alitée. Cette absence était-elle réelle ou calculée? Carnot nota mentalement ce détail qui pourrait s'avérer significatif. Ne trouvant rien à redire au mandat, Édouard se résigna à laisser entrer les représentants de la justice, non sans avoir murmuré quelques mots discrets à l'oreille de son fils Henri. Ce conciliabule, bref mais visiblement urgent, n'échappa pas à l'attention de Carnot, qui se demanda quelles instructions le père donnait ainsi à son fils. La fouille commença par les parties communes du château. Salon, bibliothèque, salle à manger, chambre principale. Les Deschamps accompagnaient les enquêteurs, répondant avec courtoisie à leurs questions, expliquant l'histoire des meubles et des tableaux, se montrant même empressés de faire admirer leur richesse. Cette attitude détendue et coopérative était-elle sincère ou calculée pour rassurer les fouilleurs? Rien de suspect ne fut découvert dans ces pièces d'apparat. Tout y respirait le bon goût et l'opulence bourgeoise, mobilier de prix, bibliothèque bien fournie, collection d'objets d'art témoignant d'un raffinement certain. Les Deschamps semblaient même ravis de montrer leurs appartements luxueux, comme s'ils voulaient impressionner leurs visiteurs par leur richesse et leur distinction. Mais Carnot remarqua plusieurs détails troublants. D'abord l'absence totale de domestiques dans les parties qu'il visitait. Où était passé le personnel habituel d'une si grande maison? Ensuite, la propreté excessive de certaines pièces, comme si elles avaient été récemment nettoyées à fond. Enfin, l'état de nervosité croissant de Marguerite, malgré ses efforts pour paraître détendue. Quand Carnot annonça son intention de visiter les caves, l'attitude de la famille changea radicalement. Le masque de politesse bienveillante tomba instantanément. Édouard pâlit visiblement et tenta de dissuader le magistrat en prétextant que les caves étaient dangereuses, mal éclairées, envahies par les rats, et qu'elles ne contenaient que de vieux tonneaux et des provisions sans intérêt. Marguerite renchérit en expliquant que l'humidité des caves était malsaine, que plusieurs domestiques y étaient tombés malades, que l'air vicié pourrait incommoder les visiteurs. Henri proposa de faire apporter des plans des caves pour éviter aux enquêteurs de s'y perdre, suggérant ainsi que leur configuration était particulièrement complexe. Ces réticences multiples et concordantes ne firent que renforcer la détermination de Carnot. Plus les Deschamps tentaient de le dissuader, plus il était convaincu que c'était précisément dans ces caves qu'il trouverait la clé de l'énigme. Il exigea donc que la famille le conduise immédiatement au sous-sol, balayant d'un geste toutes leurs objections. C'est Henri qui se chargea de les guider, une lanterne à la main, dans l'escalier de pierre qui descendait vers les entrailles du château. Cet escalier, taillé dans le calcaire local, était étroit et humide, ses marches usées par des siècles de passage. Les murs suintaient d'humidité et l'air se raréfiait à mesure qu'il descendait dans les profondeurs. Le dédale de galeries voûtées qui s'ouvrait devant eux était impressionnant par son étendue. Les caves du château formaient un véritable labyrinthe souterrain, avec des couloirs qui se ramifiaient dans toutes les directions. Des salles de tailles diverses, des recoins obscurs où la lueur des lanternes ne portait pas. Henri les guida d'abord vers les caves les plus anodines,
celle qui servait effectivement de réserve. L'exploration de ces premières caves ne révéla rien d'anormal. Des tonneaux de vin soigneusement alignés, des sacs de grains empilés avec méthode, des outils agricoles rangés avec ordre. Tout semblait parfaitement normal dans ces espaces de stockage traditionnels. Mais Carnot remarqua que certaines portes restaient fermées, et quand il demanda à les ouvrir, Henri prétendait systématiquement avoir égaré les clés correspondantes. Cette excuse répétée commençait à agacer le magistrat. Il nota également que Henri choisissait soigneusement leur itinéraire, évitant manifestement certaines zones du sous-sol. Quand Carnot tentait de s'écarter du chemin proposé, le jeune homme trouvait toujours un prétexte pour le ramener vers les zones sûres. Effondrement possible, sol instable, présence de rats particulièrement agressifs. C'est alors que Carnot sortit la clé que lui avait remise Marie Leblanc. Henri blêmit en la reconnaissant, comprenant sans doute que le vieux portier avait trahi le secret familial avant de disparaître. Ses mains se mirent à trembler légèrement, et il bégaya quelques mots incohérents en tentant de minimiser l'importance de cette clé. La clé correspondait effectivement à l'une des portes du sous-sol, une porte massive en chêne renforcée de barres de fer forgées. Cette porte, remarqua Carnot, était différente des autres, plus récente, mieux entretenue, munie de serrures multiples qui témoignaient d'un souci de sécurité particulier. Pourquoi tant de précautions pour une simple cave de stockage? Quand Carnot introduisit la clé dans la serrure, un silence de mort tomba sur le petit groupe. Même les gendarmes les plus endurcis semblaient tendus, pressentant qu'ils allaient découvrir quelque chose d'extraordinaire. Henri tentait encore de les dissuader, prétextant que cette cave était condamnée depuis des années à cause d'infiltration d'eau. Mais quand la porte s'ouvrit enfin, une odeur nauséabonde s'échappa immédiatement de l'ouverture béante. L'odeur de la chair en décomposition, de l'urine et des excréments, mélangée à celle de l'humidité et de la moisissure. Le docteur Fontaine fut pris de nausées et dut sortir son mouchoir pour se couvrir le nez. Plusieurs gendarmes reculèrent instinctivement, saisis par cette puanteur inhumaine. Henri tentait encore de fournir une explication. Des rats morts, des provisions avariées, un problème d'évacuation des eaux usées. Mais ces explications sonnaient faux, et sa pâleur cadavérique trahissait sa terreur de voir enfin découvert le secret familial. Carnot prit une lanterne et pénétra le premier dans la cave maudite. Ce qu'il découvrit dépassait en horreur tout ce qu'il avait pu imaginer dans ses pires cauchemars. Des dizaines d'enfants étaient là, enchaînés au mur par des fers aux chevilles, certains par les poignets également. La scène était d'une horreur indescriptible. 17 petits corps gisaient immobiles dans des positions grotesques, manifestement morts depuis plusieurs jours ou semaines. Leur état de décomposition variait selon l'ancienneté de leur décès, créant un spectacle d'épouvante que même les hommes les plus aguerris peinaient à supporter. Mais plus troublant encore étaient les 30 enfants encore vivants. Squelettiques, couverts de plaies infectées, ils gisaient dans leur propre déjection, à peine conscients de ce qui les entourait. Leurs vêtements, réduits à l'état de haillons, témoignaient de mois, voire d'années de captivité. Leur corps portait les stigmates de maltraitance systématique, cicatrices, brûlures, marques de coups répétés. Plusieurs de ces enfants semblaient avoir perdu la raison. Ils marmonnaient des paroles incohérentes, fixaient le vide de leurs yeux éteints ou se balançaient compulsivement dans leur chaîne. D'autres, au contraire, paraissaient dans un état de stupeur complète, comme si leur esprit s'était réfugié dans un ailleurs inaccessible pour échapper à l'horreur de leur situation. Mais le plus troublant, ce qui glaça le sang des enquêteurs les plus endurcis, c'est que quand ils commencèrent à détacher leurs chaînes, plusieurs enfants se mirent à hurler de terreur. Ils suppliaient qu'on les laisse tranquilles, qu'on ne les sépare pas de leur bienfaiteur. Certains appelaient même Marguerite Deschamps « maman » et Henri « grand frère », réclamant leur tortionnaire avec une détresse qui déchirait le cœur. Cette réaction stupéfia Carnot.
Comment ces enfants martyrisés pouvaient-ils encore éprouver de l'attachement pour ceux qui les avaient réduits à cet état? Quelle manipulation psychologique abominable avait pu produire un tel résultat? Il fallut plusieurs minutes au magistrat pour comprendre l'ampleur de ce qu'il venait de découvrir. Cette cave n'était pas seulement un lieu de détention, c'était un véritable laboratoire humain où les Deschamps avaient mené pendant des années des expériences méthodiques sur des enfants sans défense. En fouillant plus attentivement les lieux, les enquêteurs découvrirent des documents qui révélaient toute l'étendue de l'horreur. Des cahiers d'observation détaillaient méticuleusement les expériences menées sur chaque enfant. Il s'agissait d'un programme systématique visant à étudier les effets de différents types de privations sur le développement physique et mental des enfants. Privation de nourriture, de lumière, de contact humain, administration de substances diverses. Tout était consigné avec une précision scientifique glaçante. Chaque enfant était numéroté, catalogué, étudié comme un spécimen de laboratoire. Les Deschamps avaient établi des protocoles expérimentaux d'une rigueur terrifiante, testant systématiquement les limites de la résistance humaine. Certaines expériences visaient à mesurer les effets de l'isolement sensoriel. Des enfants avaient été privés de lumière pendant des mois, d'autres maintenus dans un silence absolu. D'autres protocoles testaient les conséquences de la malnutrition contrôlée, de la privation de sommeil, de l'exposition au froid ou à la chaleur excessive. Mais le plus abominable était le volet psychologique de ces expériences. Les Deschamps avaient développé des techniques de manipulation mentale d'une sophistication terrifiante. Ils alternaient périodes de tendresse extrême et moments de cruauté absolue, créant chez leurs victimes une dépendance émotionnelle totale. Les enfants en venaient à considérer leurs tortionnaires comme les seules personnes au monde capables de les comprendre et de les protéger. Cette méthode, que les documents appelaient « reconditionnement affectif », visait à détruire complètement la personnalité originelle des enfants pour la remplacer par une soumission absolue. Les Deschamps pensaient pouvoir créer ainsi une race d'êtres humains parfaitement dociles, dénués de volonté propre, capables de servir leur maître sans jamais se rebeller. Le décompte final fut effrayant. 47 enfants avaient été découverts dans cette cave de l'horreur, dont 17 étaient déjà morts. Parmi les survivants, plusieurs ne passèrent pas les premiers jours qui suivirent leur libération. Leurs organismes épuisés ne résistant pas au choc du retour à la vie normale. L'arrestation immédiate des Deschamps provoqua un scandale considérable dans toute la France. Les journaux de l'époque, le Constitutionnel, la presse, le journal des débats, se délectèrent de cette affaire qui mêlait horreur sociale et dépravation bourgeoise. Le public découvrait avec stupeur qu'une famille respectable, pilier de la société locale, avait pu commettre de tels actes. Le procès s'ouvrit au printemps 1835 devant la cour d'assises de Seine-et-Marne. Il dura 4 semaines et attira des foules considérables. Chaque jour, des centaines de curieux se pressaient aux portes du palais de justice pour tenter d'apercevoir les accusés. Des écrivains, des journalistes, des savants vinrent de toute l'Europe pour assister au débat. La défense fut assurée par Maître Berryer, l'un des avocats les plus réputés de l'époque. Il tenta de plaider la folie de ses clients, arguant qu'ils avaient agi sous l'empire d'une obsession maladive pour les sciences naturelles. Selon lui, les Deschamps étaient des érudits égarés par leurs recherches, victimes de leur propre intelligence, et non des criminels de droit commun. Cette plaidoirie ne convainquit personne. Les témoignages des enfants survivants qui purent s'exprimer révélèrent l'ampleur méthodique des sévices subis. Le plus troublant était leur description de l'attitude des Deschamps. Loin d'être des bourreaux sadiques, ils se comportaient comme des parents aimants, expliquant que tout ce qu'ils leur faisaient subir était pour leur bien, qu'ils étaient en train de les transformer en êtres supérieurs. Le verdict tomba le 15 mai 1835. Édouard Deschamps fut condamné à mort, Marguerite aux travaux forcés à perpétuité, Henri à 20 ans de bagne. Célestine et Paul, jugés manipulés par leurs aînés, écopèrent de 10 ans de prison chacun.
Édouard fut guillotiné le 3 juillet 1835 sur la place publique de Meaux. Jusqu'au bout, il maintint qu'il avait agi pour le bien de l'humanité, que ses expériences auraient révolutionné la compréhension de la nature humaine. Marguerite mourut au bagne de Cayenne en 1841. Henri ne survécut que 3 ans à sa condamnation, tué par ses codétenus. Le château fut rasé en 1836. Aujourd'hui, seules quelques fondations témoignent encore de l'existence de cette propriété maudite. Les enfants survivants ne parvinrent jamais à se réadapter complètement. Plusieurs se suicidèrent dans les années suivantes, d'autres finirent leurs jours dans des asiles. Cette affaire marqua un tournant dans la prise de conscience des droits de l'enfant et contribua à l'adoption de lois plus strictes. Elle révéla aussi les failles d'un système qui fermait trop facilement les yeux sur les agissements des classes privilégiées. Mais le plus troublant reste cette question. Vous croyez que tout a vraiment été révélé sur cette famille maudite? N'hésitez pas à commenter en dessous pour nous dire ce que vous en pensez. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et partagez cette vidéo avec tous ceux qui, comme vous, sont fascinés par les mystères les plus sombres de l'histoire. Car si l'affaire Deschamps appartient officiellement au passé, peut-on être certain qu'elle ne se répète pas, sous d'autres formes, en d'autres lieux? Cette histoire nous rappelle que l'horreur peut surgir là où on l'attend le moins, et que la vigilance éternelle est le prix de notre humanité.